Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel et vespéral, Culture, l'autre regard. Vous m'avez souvent entendu dire que la révolution algérienne est l'une des plus grandes de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas par chauvinisme, les faits l'attestent. Je rappelle que c'est la seule à avoir mis fin à une colonisation de peuplement, la seule à avoir porté le feu chez l'ennemi. C'est aussi une révolution qui a balayé irrémédiablement l'ensemble des structures makhzen sur lesquelles s'appuyait le colonialisme. Makhzen qui n'a eu de cesse de singer ses maîtres dans la sauvagerie et dans la répression. Et à l'instar de ses maîtres, il a multiplié les martyrs sans sépulture en devenant un meurtrier sans honneur. Pour parler de ce Makhzen, en deuxième partie de soirée, nous aurons l'occasion de recevoir M. Mehdi Boukhalfa. Mais tout d'abord, avant de parler du vassal, nous allons nous intéresser aux exactions du maître, de l'impérialisme en question, avec notre invité de ce soir, M. Aziz Mouetz. M. Mouetz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Plaisir pour moi. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Mouetz. J'ai eu d'abord l'immense plaisir de vous recevoir pour votre chef-d'œuvre, à mon humble avis, Les Galets de Sidi Ahmed, qui retrace un épisode que vous avez vécu personnellement et qui est la glorieuse offensive du 20 mai 1955 dans le nord constantinois. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, que vous fûtes enseignant universitaire, journaliste, vous êtes écrivain, auteur de nombreux ouvrages, celui que j'ai cité, et vous publiez cette année aux éditions Al-Qutbiyya, qui avaient aussi édité Les Galets de Sidi Ahmed, vous éditez cette fois-ci, tout récemment, Les Totems de Yaoudaïn, préfacé par Malika Rahal. Et pour ceux qui ont eu le plaisir de vous lire, vous êtes un passionné d'histoire et vous avez une approche très particulière, à mi-chemin entre récits romancés, documents historiques, entretiens, reportages, et qui nous change agréablement de l'aridité académique qu'on a coutume de trouver dans ce genre d'ouvrage. Et justement, au cœur de cet ouvrage, ou plutôt au début de cet ouvrage, à la jeunesse de cet ouvrage, se trouve un roman, le fameux roman de Siad Jebbar, La femme sans sépulture, et qui vous a mis sur la piste de cette glorieuse héroïne de la Révolution, Lalla Zulekha Oudaï. Je vous laisse nous en dire plus sur la jeunesse de l'ouvrage, et ensuite nous allons nous intéresser à cette famille de révolutionnaires. D'abord, je voudrais préciser que j'y tiens absolument, je suis ingénieur d'application, oui, non pas ingénieur agronome. Certes. C'est important. Certes. La rencontre avec Siad Jebbar a d'abord commencé à travers les Amphimas du Dahra, dont elle parle dans un chapitre qui leur est consacré. C'est, à mon avis, l'une des plus belles pages de la littérature francophone algérienne, consacrée à cette Amphima de Ouled Riyah, commise par le colonel Pélissier sur ordre de Bugeaud en 1845. Et c'est de là que des amis m'ont mis sur la trace justement de Siad Jebbar. Et je suis tombé, parce que deux amis m'avaient envoyé le roman, La femme sans sépulture. Et quand j'ai lu attentivement, on ne peut pas ne pas lire attentivement à Siad Jebbar, surtout quand elle parle d'histoire, parce qu'elle a un travail vraiment d'orfèvre, parce qu'elle va aux archives. Et donc j'ai trouvé dans ce roman, il y avait une partie qui était très romancée, dans l'histoire justement de la famille Day. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille découvrir cette femme-là, et voir ce qu'elle a fait, parce que c'est quand même une femme qui sort du lot, elle est unique dans son genre, et dans la révolution mondiale, et surtout dans la révolution algérienne, parce qu'elle a joué un rôle considérable dans l'entretien de la révolution dans la région de Cherchel et de Beni Nasser. Justement, on découvre avec vous donc Lalla Zulekha Oudaï, qui est née Yamina Chayeb, et qui a épousé une autre grande figure de la Révolution, lui aussi relativement méconnue, Al-Hajj Al-Arbi Oudaï, et tous les deux sont tombés au champ d'honneur, ainsi que le fils d'un premier mariage de Lalla Zulekha, Al-Habib, qui était un ancien d'Indochine, voilà, d'Indochine, qui a été mis au cachot, etc. On va retracer tout cela. Et tout d'abord, dites-nous en plus sur cette grande figure de la Révolution, sur Lalla Zulekha. Lalla Zulekha est née d'une famille, comme vous l'avez souligné, relativement aisée de Hajjot. Elle a épousé en seconde noces l'Arbi Oudaï. Et
elle est devenue pratiquement dans le vieux quartier, la Kasbah de Cherchel, à Ain Qsiba, une femme absolument incontournable parce qu'elle s'était fortement impliquée, initiée par son père justement, dans l'action caritative, c'est-à-dire qu'elle était proche des gens. Et en plus, je voudrais souligner que son mari, qui était un maquignon, donc qui était relativement à l'aise, pouvait se permettre, et il faisait, par exemple, à l'occasion des fêtes, Eid, Ashura et tout, c'est pratiquement lui, les entrées de classe et tout, c'est lui qui subventionnait les achats de chaussures. D'ailleurs, il n'habillait pas que ses enfants, il habillait aussi les enfants de tout le quartier. Et donc, elle avait créé autour d'elle, justement, une ambiance de générosité, une ambiance d'humanité qui la rendait très célèbre et très respectée. Et c'est pourquoi, le jour où son prédécesseur, qui est très connu, qui était le président du club de Cherchel, Belkacem Aliwi, a été dénoncé. La direction de la révolution, notamment le colonel Hmimed Arbalou, qui était en contact avec son mari, l'Arbi Woudaï, parce qu'il était l'intendant de l'ALN, donc il était lui aussi monté au maquis. Il vient lui dire, voilà, ça fait un mois, on n'a plus de responsable et on a besoin absolument de la population de Cherchel qui nous approvisionne en médicaments, en produits alimentaires, en tout. Le maquis a toujours dépendu de cette ville. Oui, de cet et on avait eu des problèmes. Ils ont fait des propositions, ils ont contacté les militants qu'ils connaissaient. Et comme il y a eu une trahison qui a fait dénoncer Belkacem Aliwi, personne ne voulait prendre le poste. Et Rebello se retrouve un peu bloqué. J'ai demandé à la direction. Et on m'a dit, tu te débrouilles, tu trouveras quelqu'un. Et finalement, il s'est reporté en réfléchissant, mais comme il connaissait Zolira, puisqu'il s'en est, enfin lui, il est né dans le même quartier de Ain Qsiba, il a proposé à l'Arbi, tout bonnement, de la désigner, elle, comme. Et puis l'Arbi s'est retrouvé un peu en porte-à-faux. Il a des enfants en bas âge. Il a des enfants. J'ai pas d'autre solution. Et donc, le premier acte, c'était de se dévouer, et son mari et sa femme, c'était de se dévouer à la révolution, alors qu'ils avaient 3 enfants en bas âge, dont le plus jeune avait à peine 4 ans. Certes. Oui. Et ce dévouement avait commencé déjà avant la Révolution. Vous avez signalé son travail caritatif. Vous mentionnez qu'elle a attrapé le typhus en portant assistance aux populations rurales de la région de Chlef, absolument. Oui. Absolument. Et les deux, le couple va tomber au champ d'honneur. L'Arbi Woudaï, lui, va tomber dans le 4 décembre 56. Exactement. Il va tomber dans une embuscade et il va dire à ses compagnons, dont il va couvrir d'ailleurs la retraite, oui. Il va dire, là où tu entendras les coups de feu, là sera mon corps, jamais je ne serai captif, jamais je ne me rendrai à l'ennemi. Et il va tomber au champ d'honneur. C'était un choix qu'il avait fait. L'Arbi, c'était une personnalité extraordinaire. Certes. Je le découvre, je le fais découvrir parce qu'il était très à l'aise, il avait tous les moyens, il fournissait toutes les casernes de l'armée en viande. Donc c'était pratiquement une personnalité très connue et reconnue. Et c'est un peu ce qui explique l'acharnement quand l'armée, notamment le colonel Lecointre, quand il avait découvert que celui en qui ils avaient une confiance totale, qui leur livrait, qui était devenu leur ennemi numéro 1. Et donc là, pour eux, c'était le summum de la trahison. Donc ils ont décidé ils ont été joués comme des... Et ils ont tout fait pour le repérer. Et ils ont repéré son circuit à travers quelqu'un dont je crois citer le nom, qui leur a donné l'information, en leur disant il a une sœur et il se balade entre le maquis des Oudaïn, qui est au-dessus de Cherchel. Il traverse le Oued Izer. Et il va chez sa sœur régulièrement pour s'approvisionner, pour discuter avec elle. C'est une sœur aînée dont il était très très proche. Et donc on connaissait ce circuit et on lui a fait une embuscade. Et le matin, quand il descendait avec son escorte, il a vu qu'il y avait des soldats, ils ont commencé à tirer. Il leur a dit, moi je continue, je ne veux pas revenir. Et si jamais on m'accroche, ben, tant pis, je vais mourir. En traversant la rivière, il se fout de la cheville, donc il était déjà amoindri. Et je suis allé à l'endroit même où il était tombé, grâce au témoignage d'un de ses compagnons, de ses cousins, Moukaran Woudaï, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui m'a fait des témoignages extraordinaires. Et j'étais aussi avec le fils aîné, le général en retraite, Mohamed Woudaï, qui venait pour la première fois découvrir l'endroit exact où était tombé son père, puisque c'est là qu'ils l'ont récupéré pour le remonter au cimetière. Et on a appris, justement, j'ai appris ce jour-là, qui l'avait tué à bout portant pratiquement. Donc l'Arbi savait très bien que quand on allait le prendre, on n'allait pas lui faire de cadeau. Et c'est ce qui s'est passé réellement.
Et lui est tombé au chaud d'honneur. Le Habib, son beau-fils, né d'un premier mariage de Lalla Zulekha, lui aussi est tombé au champ d'honneur, après avoir goûté au cachot de... Pratiquement 40 jours plus tard, le Habib est aussi tombé au champ d'honneur. Et le Habib, ça aussi, c'est une histoire de fouille avec la révolution algérienne qui peut créer des situations comme ça. Lui, le fils de Zulekha, était destiné, il avait 24-25 ans, il était destiné à se marier. Et quand il a proposé, il y a une cousine, ils avaient tout arrangé et tout. Puis sa mère, la révolution éclate, et sa mère lui dit: pour l'instant, ta femme, ce sera d'abord la révolution, après on verra. Parce on va rentrer dans une révolution, ça va être la guerre, ça va être... Tu dois participer au combat, tu vas participer au combat. Il a accepté de bonne foi, il avait tout équipé, il était tout prêt. Et effectivement, pratiquement 40 jours après la mort de Sil Arbi, lui aussi tombe au champ d'honneur. C'est une trahison parce qu'on le nommait l'homme à la Vespa. Lui était entre le maquis, et c'est ça aussi l'organisation de l'ALN. Il était entre le maquis et Blida, donc il allait, il venait, et on a donné son signalement et il a été repéré. Et là aussi, Zulekha, je ne sais pas si j'en parle, mais je connais très bien l'histoire. Elle était allée le chercher, et puis on lui a dit: il est dans telle prison, et puis finalement elle a fait le tour jusqu'à El Asnam, mais elle l'a jamais retrouvé, et son corps lui aussi n'a jamais été retrouvé. Et donc voilà une famille recomposée qui se retrouve en charge de 3 martyrs en l'espace pratiquement d'une année, parce que Zulekha est tombée au champ d'honneur le 10 octobre 1957. Enfin, elle a été capturée le 10 octobre 1957. Justement, là aussi, la capture de Lalla Zulekha est elle aussi très rocambolesque et très théâtrale, puisque vous mentionnez comment elle a été arrêtée. Oui. Et comment on croit bien faire, comment le colonialisme, dans sa bêtise crasse, croit bien faire en réunissant les villageois et en l'attachant à un char pour la montrer comme captive afin de démoraliser les villageois. Si vous permettez, je vais citer un passage de votre ouvrage, ensuite je vous laisserai rebondir. Donc là, c'est le petit génie qui a eu l'idée et qui dit, c'est l'officier français qui dit: regardez, il parle de Lalla Zulekha enchaîné à un char de l'armée française, et il s'adresse aux villageois qui ont été tous réunis de force pour contempler leur défaite, puisqu'il croit amoindrir l'aura de Lalla Zulekha et l'aura de la Révolution. Regardez comment finissent ceux qui s'opposent à la France. C'est ça le chef des Félagas, une femme. Ça, c'est la France civilisatrice qui parle, qui venait nous expliquer, nous, archaïques, le rôle de la femme. C'est ça le chef des Félagas, une femme. Voyez ce que la France en fait. Une bête sauvage. C'est ça Zulekha Oudaï, épouse et mère de Félaga, celle qui vous terrorisait, soi-disant. La voilà devant, réduite à quémander le salut à la France. Outrée par ce langage, Zulekha se redresse et prend la parole. Elle s'adresse en arabe à la foule compacte des paysans. Ne l'écoutez pas, mes frères. Regardez ce que la France fait subir à une femme. Regardez les moyens colossaux mis en œuvre pour capturer une femme. La grande armée française réduite à faire la guerre à une femme. Quelle audace, quelle bassesse. Puis, se tournant vers l'officier français, elle lui lance un crachat en plein visage. Cette histoire a été recoupée parce que moi j'ai un témoin. Il y a aussi le livre de notre ami Kamal Bouchama qui a fait un ouvrage consacré uniquement à Zulekha Oudaï. Cette phrase a été recoupée et le lieu, je suis encore allé une fois sur le lieu, l'endroit exact, et je ne comprenais pas parce qu'avec son fils on a fait ce passage-là 4 ou 5 fois avant qu'on arrive à ce témoignage. Et le jour où on est arrivé à ce lieu, j'ai compris pourquoi Mohamed Oudaï faisait ce tracé. Lui-même ne le sait peut-être pas. Pourquoi il passait toujours par là, par le Wad Izr? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on s'est arrêté là-bas? Pourquoi il y avait un marchand de légumes chez lequel il s'approvisionnait? Pourquoi il allait acheter alors qu'il y a des légumes sur toute la route? Il y en a plein. Lui, il s'arrêtait là-bas, c'est instinctivement. Et ça, c'est des choses que je découvre
par la technique que j'utilise justement pour aller enquêter sur les lieux. J'essaie de comprendre comment les gens vivent et quel est le rapport qu'ils ont à ces lieux. Et quand on l'a ramené à cet endroit, à ce jour-là, je ne voulais pas qu'il assiste, bien évidemment, par la technique de l'interview. Quand vous avez un témoin, il vaut mieux qu'il n'y ait pas deux. Parce que, donc, le hasard a voulu... Ça fausse après tout l'entretien. Le hasard a voulu que ce jour-là, il y ait des manœuvres de l'armée, de l'école de Cherchel. Et donc, Mohamed, qui était un ancien général, donc il était connu de tout le monde, il était allé discuter avec les officiers qui faisaient les manœuvres. Et moi, j'étais en train de filmer avec ma caméra, en train d'interviewer justement mon témoin. Et il me raconte, et là, vous me permettez de revenir sur l'image. Je précise bien qu'elle était attachée sur un char. La photo que l'on montre souvent, oui. Et dont on prétend qu'elle est celle de Zulekha Ouda, attachée à un GMC, assise par terre, avec les cheveux comme ça. Ce n'est pas Zulekha Ouda, c'est une autre martyre de la région de Oued Fodda. Parce que moi j'ai enquêté sur la région, ça n'a strictement rien à voir. Elle était vraiment sur un char. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'on ne comprend pas, si on ne va pas sur les lieux, pourquoi et comment on a capturé Zulekha Ouda. Parce qu'on se dit, parce qu'elle était en haut de la colline, donc elle était sûre d'elle, elle a une vision sur toute la vallée, le mont du Chenouage, jusqu'à Alger, elle a une vision de la montagne des Oudaïn, c'est incroyable. Et on n'explique pas comment, ce 10 octobre 1957, il y a un encerclement. Je rappelle que le 10 octobre, c'est 2 jours après la mort de Hassib Mbouali, et de Ali Lapointe, et de Bouhamidi, et du Petit Omar. Donc il y a aussi un continuum entre Alger et la Wilaya 4 et un continuum dans la répression. C'est-à-dire que la France ne s'est pas arrêtée. Autant elle faisait des massacres au cœur d'Alger, autant elle s'occupait aussi C'est son mode opératoire. C'est son mode opératoire. D'ailleurs, une fois qu'elle sera capturée, elle sera torturée. Ah oui, oui. Et elle ne dira pas un mot. Elle avait juré de ne rien dire. Et le résultat, on l'a. Chaque fois qu'il y a une dénonciation, il y a prise. Alioui a été dénoncé. Il a été obligé de s'évader. Ouhiala a été dénoncé, mais on l'a capturé. Et là, je laisse bien évidemment les interprétations, toutes les interprétations. Je donne des indications et je ne reproche à personne d'avoir parlé. Évidemment. Sur la torture. Je ne le reproche pas. Il ne faut surtout pas que le lecteur ou quelqu'un qui nous écoute va me dire mais non. À aucun moment dans l'ouvrage, vous n'êtes dans le jugement. Je ne suis pas. Non, parce c'est factuel. C'est factuel. Absolument, c'est tout à fait factuel. Et ça a été dans les règles du FLN à LN en disant dès qu'un compagnon est capturé, vous avez 24 heures pour déguerpir, pour changer de lieu. Ouais. Si vous ne le faites pas, on leur donne l'ordre de tenir 24 heures. Voilà. Afin de laisser le temps. C'est le principe, de laisser le temps aux gens de se retirer, de se déplacer. Oui. Zulekha n'a pas eu ce temps-là. Voilà pourquoi elle a été capturée. Et voilà pourquoi je dis il y a un processus, et même dans la date de sa capture. D'ailleurs, les sauvageons de l'armée coloniale, enfin, de toute façon, c'était des soldats. Oui. C'était la règle, oui. C'est que pour anticiper sur cette règle de tenir pendant 24 heures, torturer les militants sur place, chez eux, au milieu de leur famille, afin de gagner du temps. Absolument, voilà. Absolument. La belle mission civilisatrice. Et on a mentionné en début d'émission les meurtriers sans honneur. Ils sont multiples. Ça va de Bugeaud jusqu'à Massur, Saras, etc. Et en ce qui concerne la Zulekha, il y a eu le sinistre colonel Lecointre, oui. Qui, entre autres faits d'armes, par exemple, va décapiter un moudjahid et va exposer sa dépouille sans tête, oui. À travers la ville afin de démoraliser la population. Absolument. Et moi, ça m'a tout de suite fait, j'ai tout de suite fait le parallèle, entre autres évidemment, mais en vous lisant Aziz Mouet, j'ai tout de suite fait le parallèle avec votre précédent ouvrage, Les Galets de Sidi Ahmed, et entre autres avec les crucifiés que vous mentionnez, les frères qui ont été crucifiés. De jeunes de Louis. Voilà. Oui. Et on retrouve cette continuité dans la sauvagerie, et ce sont toujours le même mode opératoire, et ce sont ces sauvages-là qui se retrouvent ensuite promus oui. Pour service rendu à la nation au plus haut poste, Cavaignac qui finit amiral, etc. C'est le principe même de l'armée française. Elle a toujours, jusqu'à ce jour d'ailleurs, en parlant de l'actualité, elle a toujours eu ce problème avec sa propre histoire et sa propre attitude. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais remise de toutes ses défaites, et la plus grande défaite, c'était la dernière, c'était celle de la guerre de libération. Là, on ne comprend pas d'ailleurs comment il y a eu toutes ces réactions,
pourquoi c'est l'armée et pourquoi que c'est le général de Gaulle qui est venu en 58. C'est encore un militaire qui vient réhabiliter un peu l'autorité et un peu l'aura de la France, celle qu'elle s'est construite sur les cadavres de toutes les colonies et plus particulièrement sur les cadavres du peuple algérien. Donc cette attitude qui est toujours, qu'on retrouve toujours dans l'esprit colonialiste français, elle est encore d'actualité jusqu'à nos jours. Certes, jusqu'à nos jours, et elle continue de faire des ravages, notamment en Palestine occupée, où ils vivent exactement le même combat. Absolument. Et les mêmes exactions que nous avons vécues. Je rappelle, c'est à la fin de notre entretien, M. Mouass, je rappelle que votre superbe ouvrage s'intitule Les totems de Ioudaïn, préfacé par Malik Al-Hal, édité aux éditions Al-Qubbiya, et qu'il se lit à merveille en complément de votre chef-d'œuvre, Les Galets de Sidi Ahmed, que je relis toujours avec plaisir, lui aussi édité aux éditions Al-Qubbiya. Merci beaucoup, M. Mouass, d'avoir été parmi nous. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons bientôt recevoir notre deuxième invité. Je vais vous présenter Mehdi Boukhalifa, si vous permettez, après le jingle. A tout de suite. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois notre deuxième invité de ce soir, à savoir M. Mehdi Boukhalifa. M. Boukhalifa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un immense plaisir de vous recevoir, M. Boukhalifa. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs essais, un amoureux de Bablouad, à qui vous avez consacré un ouvrage pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir, El-Kantiyala, amoureux du Mouloudia, auquel aussi vous avez consacré un ouvrage. Vous êtes aussi un essayiste prolifique et vous venez de publier tout récemment aux éditions Al-Qubbiya un ouvrage qui s'intitule Al-Makhzen, Maroc, retour aux années de plomb, où vous analysez entre autres les ressorts de cette entité surannée que nous appelons Al-Makhzen et sur laquelle nous allons revenir. Mais tout d'abord, en guise de préambule, puisque votre entrée s'est faite à l'occasion de la Minute Mélomane, je vous propose de redécouvrir Al-Meknasiya, chanté par Cheikh Ahmed Bouarhela, et nous nous retrouverons ensuite pour Al-Meknasiya, beaucoup plus célèbre lorsqu'elle est chantée par le Hajj Mohamed Al-Anqar Birahmou. Raison pour laquelle j'ai voulu vous proposer cette version de Cheikh Ahmed Bouarhela. Et donc je me tourne après ce préambule musical vers notre invité, M. Mehdi Boukhalifa, pour son ouvrage Al-Makhzen, Maroc, retour aux années de plomb. On a évoqué en début d'émission que la révolution de novembre avait balayé l'ensemble des structures makhzen qui existaient et sur lesquelles s'appuyait le colonialisme. Ce ne fut pas le cas pour le Maroc qui n'a pas vécu pareille révolution, raison pour laquelle il s'est retrouvé avec un régime féodal dont nous allons développer les ressorts.
Mais avant cela, peut-être que la plus grande révolte contre ce régime féodal, inféodé à l'impérialisme français, c'est celle du fameux Abdelkrim Al-Khattabi. Absolument, c'était en 24, 25, 26, c'était ce qu'on avait appelé à l'époque la révolution du Rif de Cheikh Oumhend. Et cette révolution, si vous voulez, c'était les jaunes, les Rifins, qui étaient absolument mécontents, qui ne voulaient pas du colonialisme, notamment français, qui s'est installé en 1912. Dont s'arrangeait très bien la monarchie. Oui, justement, parce qu'à l'époque, il y avait le roi du Maroc, Moulay Youssef, qui s'était, si vous voulez, accoquiné avec l'impérialisme français, et puis il y avait les Espagnols. En 1912, la France s'installe au Maroc et fait transférer la capitale du Maroc, de Fès à Rabat. Mais avant cela, il y a un truc très important. Il y avait déjà, si vous voulez, des ambassades et des consulats étrangers au Maroc qui s'étaient installés dans la ville du Détroit. C'était à Tanger. Et là, il y avait un consul français vers 1900. Il avait écrit, je ne me rappelle plus de son nom, il avait écrit un livre très très intéressant sur l'histoire et l'historiographie socio-économique du Maroc. Ce voile s'appelle Le Maroc dans la tourmente. Et en préambule, il dit que sur le Maroc, parce qu'il était absolument... Les Européens ne connaissaient pas très bien la nature, la structure politique de ce pays. Il disait que dans ce pays, le Maroc, soit c'est le pays du Mrzen, soit c'est le pays du Siba. Siba, c'est un pays qui n'a pas de gouvernement. C'est-à-dire voilà. Donc, si vous voulez, c'est dans l'acception même du terme de à qui appartient ce pays. Et jusqu'à présent, ce pays est géré, si vous voulez, par des forces politico-administratives occultes qu'on a nommées sous le générique Mrzen. Qui est Mrzen en langue arabe, qui a plusieurs significations. Oui, mais qui politiquement signifie le pouvoir inféodé à l'occupant et dont il a la charge de récolter les tribus, les impôts. Voilà, d'où si vous voulez, la colère des Rifins qui refusait justement la colonisation française. Et ils avaient été, si vous voulez, massacrés, bombardés, chloroformés par les Français. Et puis l'aviation espagnole qui avait pratiquement bombardé cette population vers 1926 au gaz moutarde. Et la deuxième grande révolte, elle est venue en 1958, justement quelques années, deux années après la fin du protectorat, parce que contrairement à l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, c'était des protectorats français. Absolument. Donc, la France, c'est un fait historique qu'il faudrait justement le relever et insister là-dessus, parce que dans notre, si vous voulez, notre enseignement scolaire, et c'est vrai, la France avait lâché l'Algérie, avait lâché le Maroc et la France, la Tunisie, pardon, pour justement garder l'Algérie. La perle de l'Empire. Exactement. C'était, si vous voulez, c'était l'Algérie et les Français ne voulaient pas la lâcher. Et on a vu comment ils se sont, si vous voulez, ils n'avaient pas reculé à massacrer à l'époque. Je ne suis pas le statisticien, je ne suis pas démographe, mais à l'époque, on disait que le tiers des Algériens avaient été massacrés par les Français. C'était entre 1945 et leur départ en invasion félonne en 1830. Et donc au Maroc, vous avez la deuxième... C'est notamment documenté par Djilali Sari, oui. Exactement. Djilali Sari est justement le désastre démographique, c'est le titre de l'ouvrage. Exactement. Et donc vous avez la deuxième grande révolte au Maroc, c'est toujours les Rifins, par hasard, c'est toujours les Rifins, en 1958, qui se sont, si vous voulez, soulevés contre les promesses non tenues de Mohamed V, qui leur avait promis le développement pour la région du Rif. Or, en 1958, 2 années après l'arrivée de Mohamed VI, de Mohamed V de son exil de Madagascar, dans les hautes terres anti-arabes, il n'y avait rien. Et les Rifins ne voyaient rien venir. Donc, se sont soulevés. Et à ce moment-là, c'était le prince souverain, Hassan II, qui avait, si vous voulez, pratiquement massacré. Oui, c'était lui qui avait pris à sa charge. Absolument. Vous dites peut-être à l'insu de son père, qui avait pris à sa charge la féroce répression. Je ne pense pas que ce soit à l'insu de son père, mais si vous voulez contre la volonté peut-être de son père. Voilà, plutôt. Parce que ça va revenir, ça va rebondir en 63 et 64. Les mêmes manifestations sociales
pour revendiquer de meilleures conditions sociales d'existence en 1964. Et puis c'est revenu encore plus grave, plus important. C'est ce qu'on avait vu dans les années 80 avec les manifestations de Casablanca, où il y a eu quelque chose comme plus de 200 morts, dont la moitié par balle. On dit à l'époque qu'ils avaient été, si vous voulez, assassinés, si vous voulez, tirés comme des lapins à partir d'un hélicoptère. Et on dit que à l'époque, c'était le Mohamed Oufki qui était colonel de l'armée, c'était, si vous voulez, un des conseillers du roi et un des... De sinistre réputation. Oui, et c'était, si vous voulez, un legs de la colonisation, il l'avait laissé. Il l'avait laissé pour justement guider Mohamed V dans la reprise, la réforme et la constitution d'une armée. Absolument. Parce que les résistants marocains avaient été, si vous voulez, remerciés, et il y avait la création des forces armées royales sous l'égide de Mohamed Oufkir, qui justement obéissait toujours à des instructions à l'ancien colonisateur. Et donc vous avez les manifs de 80, il y a eu beaucoup d'assassinats, si vous voulez, des disparitions forcées. Si vous permettez, justement, au sujet de ces manifestations de 80, vous dites ce qui est la définition fondamentale du Makhzen, qui n'est jamais un État autonome et qui est toujours inféodé à une puissance dont il tire et sa pseudo-légitimité et ses malheurs aussi, comme on va le voir. Vous dites, les Marocains, hélas, ont toujours affaire à un régime féodal, vanté par les multinationales, bien sûr, il fait leurs affaires, et les institutions de Bretton Woods pour ses politiques financières, qui font de lui un bon et sage élève, ben oui, on se demande bien pourquoi, même si elles appauvrissent le peuple et plongent le pays dans un gouffre social. Et donc, ce sont les plans d'ajustement structurel qui vont encore une fois plonger le Maroc dans la tourmente. Oui, justement, ces manifestations de 1980. Du pain et de la dignité, oui. Oui, manifestation 80, ce qu'on avait appelé à l'époque manifestation du pain. Et de toute façon, Driss Basri, l'éminence grise de Hassan II, il avait appelé ces manifestations manifestations Chouhada al-Koumira. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est les martyrs du pain. Tous les manifestations, on avance le chiffre de plus de 200 morts, dont les 3 cas ont été enterrés dans des fosses communes qui ont été retrouvées après 2005. Et donc, ces manifestations, justement, elles ont été organisées par les syndicats, et notamment les centrales ouvrières marocaines, évidemment, contre justement un plan d'austérité imposé par le FMI au Maroc pour justement reprendre un peu, c'est toujours le même langage des institutions financières, que ce soit le FMI, la Banque mondiale. Équilibre budgétaire. Le GATT, voilà. Et maintenant c'est l'OMC, le GATT c'est le General Agreement on Tariff and Trade. Hein, c'est toujours la croissance, la maîtrise du taux d'inflation, le chômage. Mais au Maroc, si vous voulez, vous n'êtes pas dans une économie structurée, une économie capitaliste avec ses règles. Au Maroc, si vous voulez, c'est le Makhzen, c'est un régime féodal. Les grands pays capitalistes ne respectent pas ces règles. Absolument. Lorsqu'on voit c'est encore plus l'ampleur de la dette publique, c'est à mourir de rire. C'est encore plus vrai au Maroc, où vous avez une structure féodale qui gère l'économie du pays, et c'est même, si vous voulez, cette structure féodale qui doit appliquer ses recommandations. Donc faire tomber le chômage, le taux d'inflation, gérer le taux d'inflation, et tout ça au détriment des dépenses publiques. Dépenses publiques, justement, pour la santé, l'enseignement. Exactement, la santé, l'éducation, les denrées alimentaires. Vous savez, au Maroc, ils ont une caisse de compensation pour la subvention des produits de première nécessité. Mais avec le FMI, ça n'existe pas, ces systèmes, si vous voulez, ces ressorts sociaux que nous avons, nous, en Algérie. Ils n'ont pas ça. Au Maroc, avec le FMI, il n'y a pas de ressources sociales. Et d'ailleurs, ça a plombé la volonté du Maroc à l'époque de substituer une production locale aux importations, puisque en faisant renchérir le coût de la vie, on fait renchérir aussi le coût de la main-d'œuvre. Absolument. Et donc, on est plus compétitif à l'exportation. Et donc, le FMI, en fait, vous donne des recettes pour plomber votre capacité d'expansion dans les marchés internationaux. Absolument. Il faut savoir que derrière les politiques monétaires du FMI, il y a toujours cette notion de profit des grands groupes financiers, industriels, monétaires.
occidentaux. Et là, vous avez au Maroc, si vous voulez, vous avez quelque chose comme 60 à 70% de ce qui est produit au niveau production industrielle ou autre, ce sont des franchises étrangères, ce sont des franchises capitalistes. Et donc le FMI, si vous voulez, il ne fait que défendre et protéger les intérêts de ces groupes industriels étrangers. Et vous mentionnez d'ailleurs dans l'ouvrage un peu le ridicule de ce zèle du féodal de se montrer conforme aux injonctions du maître, alors que ce sont ces injonctions-là qui le mènent tout droit vers le mur. Autre trait caractéristique du féodal, vous avez mentionné le terme de Shuhada al-Kumira, c'est le mépris du féodal envers le peuple. Et donc, vous mentionnez aussi ce terme d'Aoubesh qui a été utilisé par Hassan II pour qualifier les manifestants. Et en vous lisant, ça m'a tout de suite rappelé ce passage d'une interview qu'a donné Hassan II. On pourrait, c'est-à-dire on pourrait qualifier vos propos de tendancieux ou de non documentés, etc. Or, Hassan II lui-même, dans une interview qu'il donne à Éric Laurent, va dire « Le Maroc est un lion qu'il faut guider avec une laisse ». On n'a jamais vu de lion avec une laisse, donc on imagine quel est l'euphémisme employé. Il ne doit jamais sentir la chaîne. Et donc, le féodal est toujours dans ce rapport entre le paternalisme et le mépris envers le peuple. Oui, justement, pour revenir pour nos auditeurs, au Maroc, le koumira, c'est le khubza, c'est le pain. Hein, c'est la baguette de pain, hein, il faut bien comprendre. Et donc, c'était Idriss Bassili qui avait dit que Shuhada al-Kumira, c'est-à-dire tous les gens qui sont soulevés en 80 et ceux qui sont morts, ce sont les martyrs du pain. Et puis est venu en 84 une autre, si vous voulez, un autre embrasement social, une autre explosion sociale dans le Rif. Et là, c'était les grandes villes du Rif, c'était de Nador jusqu'à Al-Husseima, et qui se sont soulevées justement à partir d'une petite étincelle sociale. C'est qu'on avait augmenté les droits d'inscription pour les droits de scolarité. Et donc, les régions du Nord sont très pauvres, vous savez. Elles sont très, très, très pauvres. Nous allons revenir tout à l'heure, si vous voulez. Et donc, ils ne pouvaient pas, tous les foyers marocains du nord du pays ne pouvaient pas se permettre 90 dirhams pour les frais de scolarité. Absolument. Et donc, ce sont les lycéens qui ont commencé à sortir dans la rue, à protester. Et puis, il y a eu une répression féroce. Parce que, si vous voulez, c'était une étincelle et c'était tout le nord du Maroc, de Nador jusqu'à Al-Husseima et les petits villages berbères comme Imzourin, jusqu'à Tétouan et Tanger, qui se sont soulevés, qui ont protesté justement contre cette mesure du ministère de l'Éducation marocain, qui avait en même temps été reprise dans les autres villes du Maroc. Ils avaient revendiqué, les lycéens de toutes les villes du Maroc avaient revendiqué justement l'annulation de cette mesure. Et donc, il y a eu une répression féroce. Ici, à l'issue quand la situation s'était un peu calmée, il y avait le fameux discours du roi du Maroc, Hassan II, pour ne pas le nommer, qui avait, dans une allocution radio-télévisée, avait, si vous voulez, qualifié son peuple d'Aoubesh, c'est-à-dire de la racaille, de la vermine, pour ceux qui étaient sortis revendiquer justement le droit à la scolarité, le droit à l'éducation. Il les avait traités, tous les Marocains, pour lui, c'était des Aoubesh, de la racaille, de la vermine, après un discours, si vous voulez, paternaliste. Si vous voulez, c'est comme si quelqu'un s'adresse à son enfant. Oui. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu as fait ça? Tu as ça? Tu aurais dû venir me demander. C'est une singerie du comportement colonial. Hein. Ce sont des gens qui se comportent comme des colonialistes parce qu'ils en sont les héritiers, y compris dans leurs procédés. Hein. On sait aujourd'hui le traitement réservé à Maurice Audin, professeur de mathématiques et qui est un martyr sans sépulture, tué par des meurtriers sans honneur. Et ça rappelle... Si vous permettez une petite parenthèse ici, parce que je me rappelle, un des martyrs, un des hommes politiques marocains qui a été assassiné jusqu'à présent. Je voulais y arriver justement. C'est un autre prof de maths, Mehdi Ben Barka. Oui, et le fait est que Mehdi Ben Barka a fait ses études de mathématiques à Alger. Voilà. Il était à Alger. Et c'était le prof de maths de Hassan Thani. Voilà. Allez-y.
c'est ça le comble encore, hein. Voilà. Belle gratitude. Justement, donc, ce qui nous amène à l'affaire Ben Barka, qui a été mais sauvagement torturé et assassiné avec la complicité des services secrets français, de la DECE et de la DST, avec Focard, pardon, le sinistre Focard, Oui. Papon. Si vous voulez, c'est l'affaire Ben Barka. Je ne suis pas spécialiste là. Bon, j'ai traité, j'ai travaillé dessus, j'étais en poste au Maroc. Et, si vous voulez, c'est, pour moi et pour beaucoup d'historiens, je ne suis pas historien, hein, je suis journaliste, mais elle reste toujours confuse, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Et Ben Barka, justement, il voulait que les choses changent, il voulait que ce système merzénien, ce système féodal de gestion du pays disparaisse et qu'il y ait un pays avec beaucoup plus de droits de l'homme, beaucoup plus de vision sur ce que veulent les Marocains, beaucoup plus, si vous voulez, juste, un pays où la monarchie, si vous voulez, reste, si vous voulez, au niveau du palais royal, c'est-à-dire une simple entité, non pas politique, mais une entité culturelle pour les Marocains. Ouais. Mais au niveau de la gestion et le système de pouvoir du Maroc, Ben Barka... Vous voulez le moderniser. Vous voulez tout changer. Absolument. Voilà. Et donc il va être kidnappé à Paris. Il a été kidnappé, on connaît les circonstances de son kidnapping, on connaît par contre moins comment il est mort. Certains disent qu'il y avait Mohamed Oufkir et Dalimi, Ahmed Dalimi, deux sinistres officiers marocains de terrorisme mémoire, qui ont été assassinés d'ailleurs, hein, tous les deux, hein, ils ont été assassinés. Comme Ahmed Dalimi ou Oufkir, ils ont été assassinés. Et donc on dit que c'était dans la villa de Bouchèche, dans la banlieue parisienne, ils auraient peut-être trop forcé en le frappant. On dit qu'il est mort à Paris. Et c'est après que Hosni Ben Slimane, qui est devenu général de la gendarmerie, qui était à l'époque capitaine de gendarmerie, qui avait ramené le corps de Ben Barka dans un avion avec Oufkir et Dalimi. Et donc il y avait, à l'arrivée de l'avion, tout le monde à Rabat, tous les services de sécurité marocains, y compris le roi, pensaient que Ben Barka allait venir vivant. Or, ils avaient ramené un Maccabée. Selon la version des services de sécurité américains et la CIA et la DST française. On dit qu'ils avaient ramené un Maccabée. Un cadavre au Maroc. Donc c'était un cadavre encombrant. Comment le faire disparaître? La plupart des informations convergent vers une seule explication, c'est que son corps aurait été dissous dans l'acide, dans un camp de concentration près de Rabat, ce qu'on avait appelé à l'époque le camp PF3, qui est, si vous voulez, il est distant de quelque chose comme 500 à 1 km, c'est tout, du côté du palais royal de Touerga, c'est le palais royal de Rabat, et qui donne sur l'arrière-pays la nécropole des Mérinides de Chella. Oui. Donc il y avait ce camp de concentration. On dit que son corps, le corps de Ben Barka, pour le faire complètement disparaître, aurait été dissous dans de l'acide. Oui, dans les bagnes de l'horreur qui ont été documentés notamment par Gilles Perrault dans Notre ami le roi. On va développer d'autres aspects concernant le Merzène, mais avant cela, on va effectuer un petit intermède littéraire, puisque c'est à présent le moment de notre livre de chevet. Comme d'habitude, je vous retrouve après le jingle. Nous allons donc continuer de découvrir le dernier extrait de notre livre de chevet, Ali el-Hammami, Idriss, magnifique roman, préfacé par Abdelkarim el-Khattabi, où justement il rend hommage à l'émir Abdelkader qu'il considère comme son maître spirituel et son maître dans le djihad. Je vous laisse donc découvrir avec moi ce dernier extrait. Il y avait une autre catégorie que les aïeux d'Idriss ne portaient pas particulièrement dans leur cœur. C'était le clan des renégats, des liquidateurs qui, assimilés, latinisés et plus tard christianisés, avaient totalement renoncé au pays de leur père et rompu avec la loi du sang. Saint Augustin et Juba II sont les parangons de cette espèce. Berbère d'origine, l'évêque d'Hippone a gravité dans la sphère d'une orbe différente de la sienne. Son orthodoxie, sa fidélité aux principes d'une religion que les disciples de l'hellénisme et le dogme latin désorientalisèrent au point de la rendre inassimilable aux Berbères, le prédisposèrent à une telle défection.
Ce ne fut pas pourtant la conversion du fils de Sainte Monique qui le rendit impopulaire aux yeux de ses compatriotes, mais son romanisme exagéré, son zèle de néophyte, sa passion d'apôtre, en le conduisant à préférer les tyrans de son pays, c'est-à-dire Rome, à ses frères de race, le compromirent définitivement aux yeux des siens. Celui qui écrivit la cité de Dieu avait commencé par oublier la sienne. Avant lui, Juba II, prince de la Maurétanie césarienne par la grâce de Rome, tiens, l'histoire se répète, avait aussi pensé éblouir ses maîtres par un étalage de culture raffinée qui ne lui valut certes pas un surcroît d'estime. Marié à une princesse orientale née des amours dramatiques de Marc-Antoine et de Cléopâtre, adopté et élevé par Auguste dont il singeait les splendeurs souveraines, il accumula sur sa tête malédiction sur outrage. Si l'on vénérait le nom de Hannibal et de Jugurtha, champions des libertés nationales, par contre, Juba II, on le jeta tout bonnement aux orties. Et ainsi fera-t-on bientôt, car la roue de l'histoire continue de tourner, avec tous les restes du colonialisme et du féodalisme. Absolument. Justement, alors avant de revenir justement sur ce féodalisme, une fois n'est pas coutume, avec l'aimable autorisation de notre invité Mehdi Boukhalifa, je souhaiterais vous présenter un ouvrage dont je ne pourrai pas recevoir l'auteur qui hélas est pris par d'autres obligations. Et donc je souhaiterais en faire très rapidement la publication afin de vous signaler justement cette nouveauté. Il s'agit de l'ouvrage du docteur Douadi Medjalab, docteur d'État en droit public, et qui vient de faire paraître aux éditions Sahara